Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Emilien et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de MMA, Mindset, Motivation, Accélération. Sur ce podcast, Damien Lamy interviewe des gens ordinaires qui ont accompli des choses extraordinaires pour vous inspirer et vous motiver. Donc assurez-vous d'être abonné sur votre plateforme favorite et vous pouvez aussi nous retrouver sur YouTube pour la version vidéo. Aujourd'hui, la personne ordinaire qui a accompli des choses extraordinaires, c'est Gabriel Jarosson. Il est à la tête du club Léonis Investissement, spécialisé dans les startups et a coulé une dizaine d'entreprises pour en arriver là. Comment Gabriel a réussi à atteindre ses objectifs? Qu'est-ce qui lui a permis d'avoir ce succès aujourd'hui? C'est maintenant avec Damien. Bienvenue dans le podcast. Donc aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir Gabriel Jarosson qui a un parcours que moi je trouve admirable et qui correspond tout à fait au podcast puisque c'est une personne ordinaire et c'est pas péjoratif de le dire, c'est une personne comme toi, comme moi. Il a un cerveau, deux bras, deux jambes, il est tout à fait normal. Il habite encore à Paris, il n'est pas encore allé s'expatrier à Dubaï, il est tout à fait. Il prend le métro, je suis sûr, on va en parler pour se déplacer, donc à la cool. Et on s'est rencontrés dans un séminaire et j'avais vraiment envie de faire cette interview avec lui. Il va te montrer comment une personne ordinaire peut faire des choses extraordinaires. Salut Gabriel. Salut Damien, et merci de me recevoir. Je suis très content et je confirme, je suis quelqu'un d'ordinaire, c'est vrai. Yes. Et pourtant, vous allez voir qu'il fait des choses que, au final, peu de Français ont réussi à faire. Il arrive à rentrer dans des milieux très fermés et c'est plus compliqué qu'être sur une liste d'une belle boîte de nuit à Paris. Il va nous raconter tout ça. Alors, si tu veux, Gabriel, on va faire cette interview sous la forme d'un CV, un peu d'un entretien curriculum vitae de l'invité, si ça te va. Est-ce que tu acceptes de jouer le jeu? Bien sûr, c'est parti. Bon, tu vas voir, il y a des questions calées et des questions décalées. Alors, la règle du jeu, c'est que tu as le droit à 2 jokers pendant l'interview. Et il y a deux fois où tu as le droit de le brandir et de me dire, Damien, next. OK? Ça marche. Super. Alors, Gabriel, d'où tu viens? Eh ben écoute, j'ai grandi en banlieue parisienne, donc voilà, un pur produit parisien. Banlieue parisienne, quel département? 92. 92. D'accord, ah oui, les beaux départements. Non, alors, c'est marrant, oui, oui, c'est les beaux départements, mais j'étais pas dans une… Voilà, j'ai grandi à Bois-Colombes, qui est un petit bled. J'ai pas grandi à Neuilly ou à Saint-Cloud. Voilà, c'est juste Bois-Colombes. C'est pas aussi incroyable que ce qu'on pourrait croire. Gabriel, est-ce que tu as fait des études? Oui, tout à fait. J'ai fait des études d'ingénieur. Donc, je suis diplômé d'une école d'ingénieur, pas très connue, pas spécialement prestigieuse, plutôt milieu de tableau, comme on peut dire, dans Paris, qui s'appelle l'ISEP, l'Institut supérieur d'électronique de Paris. Excellent. Est-ce que tu es en couple, Gabriel? Oui. OK. Ça te fait sourire. Moi, je trouve que c'est important parce qu'on ne parle jamais du couple quand on est entrepreneur. Là, on va parler de l'entrepreneuriat, on va parler de réussir. Et en fait, quand tu es en couple ou pas en couple, les choix ne se font pas de la même manière. Je parlais tout à l'heure en rigolant de Dubaï. Moi, quand je dis à ma femme, chérie, je veux partir à Dubaï, elle me dit, chérie, prends ta valise. Donc, quand on est en couple, les choix sont différents. On pourrait échanger là-dessus puisque on est à deux malgré tout pour prendre des décisions. Elle n'est pas associée dans tes sociétés, par contre? Non. Gabriel, tu es plutôt vélo ou voiture? Ah bah plutôt vélo, puisque alors en réalité plutôt métro, tu l'as évoqué, que vélo ou voiture, mais voilà, puisque j'habite dans Paris, j'ai pas de voiture, donc je prends assez peu la voiture, sauf quand je suis en voyage à l'étranger, etc. Donc ce serait plutôt vélo. Gabriel, on va rentrer dans le détail. Moi, je te connais bien, mais est-ce que tu as toujours été dans le milieu de l'entrepreneuriat? Et sinon, tu faisais quoi avant de te lancer là-dedans? Alors, oui et non, mais la réponse, je pense, c'est plutôt oui, puisqu'en fait, donc, j'ai fait des études d'ingénieur et dès les études, ça ne me plaisait pas. À l'école, j'étais pas épanoui, je n'aimais pas ce que je faisais. Et donc, dès mes années d'étudiant, j'ai commencé à monter des business. Et quand je suis sorti d'école, je n'ai jamais été travailler en tant qu'ingénieur, mais j'ai directement été monter des boîtes. Alors, avec assez peu de succès au début, très, très franchement. Mais donc oui, depuis le début, je suis dans l'entrepreneuriat, ouais, absolument. Tu viens sur la question d'après. Tu as créé combien de boîtes en tout depuis le début? Écoute, en général, je dis une dizaine. Je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est autour de 10. C'est peut-être 8 ou 9, mais j'en ai créé vraiment beaucoup. Et ce qui est particulier, c'est que quasiment à chaque fois, j'ai échoué. Et donc, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup échoué. Je devance les questions apparemment, pardon. Je ne connais pas les questions, promis. Non, alors, j'envoie jamais les questions à l'invité parce que sinon, je veux que ça soit spontané. Je découvre. On est plus beau spontané.
Tu en as fermé combien du coup? Donc en fait, la quasi-totalité des boîtes que j'ai créées, je les ai fermées, je les ai effectivement plantées. Enfin moi, c'est ce que j'appelle des échecs. Alors, il y en a deux qui ont vivoté pendant plusieurs années. Donc, elles étaient à peu près comment self-sustainable, donc à l'équilibre. Elles arrivaient à se survivre à elles-mêmes. Mais la première, donc c'est un business de vente de vin que j'ai fait pendant plus de 4 ans, c'était vraiment mon premier gros business quand j'étais étudiant et quand je suis sorti d'école. Ça a vécu pendant 4 ans, ça a fait de la croissance, mais pour te donner une idée, tu vois, pour parler très concrètement, je ne gagnais pas suffisamment d'argent pour me verser ne serait-ce qu'un salaire à moi. Donc, c'était, voilà. Et donc, effectivement, c'est quand même un échec. Une boîte qui ne peut même pas rémunérer son fondateur, lui verser un salaire. Il y en a une autre que j'ai créée où j'ai pu me verser un salaire et voilà, qui a tourné pendant des années, qui tourne d'ailleurs encore aujourd'hui en automatisé. Donc ça, c'est moins un échec que les autres. Mais après, toutes les autres, 7 sur les 9 ou 8 sur les 10, je les ai fermées, je les ai plantées, j'ai vraiment échoué. Voilà, bon, c'est la vie, hein, c'est ce qui m'a permis d'en être là où j'en suis aujourd'hui et d'avoir un petit peu plus de succès, même si la notion de succès est très vague, un petit peu plus de succès aujourd'hui. On va revenir là-dessus, sur ces échecs. On va revenir là-dessus un peu plus tard sur la peur, j'ai envie de dire très française, de l'échec. Mais c'est quoi ton quotidien aujourd'hui de chef d'entreprise? Écoute, ouais, c'est une bonne question. Mon quotidien aujourd'hui de chef d'entreprise, c'est plusieurs choses, mais la première chose qui me vient en tête, c'est vraiment de chercher. Je suis un chercheur de pépites, je suis un chercheur d'or. Alors, j'ai pas un chapeau et un lasso et je suis pas dans la jungle. Mon métier, c'est de chercher des pépites parmi les startups de la Silicon Valley. Et donc, comment on fait pour chercher des pépites? Eh bien, on rencontre du monde. Et donc, je trouve que c'est une des parties les plus chouettes et les plus fascinantes de mon métier, c'est que au quotidien, je rencontre des fondateurs de startups, j'échange avec eux, je découvre leur univers, leurs idées, leurs ambitions et leur façon de faire. Je les challenge, bien sûr, pour savoir si ça tient la route ou pas. Et puis, de temps en temps, je tombe sur une boîte absolument géniale, des fondateurs brillants et voilà, une boîte qui a beaucoup de potentiel à laquelle je crois, qui correspond évidemment à mes critères d'investissement précis. Et à ce moment-là, je leur propose d'investir à titre perso et avec les membres de mon club. Donc ça, c'est la partie la plus excitante de mon job et c'est ça qui fait mon quotidien. Après, il y a d'autres choses de chef d'entreprise très banales, recruter des clients, je sais pas, faire la compta. Bon, c'est pas tous les jours, heureusement, mais voilà, des choses plus normales. J'ai une vie normale. C'est le thème, je crois. Yes. Excellent. C'est vraiment parce que moi, la notion de chef d'entreprise m'amène à, comme quoi on est tous câblés différemment, à la notion de système. Et pour moi, le chef d'entreprise, c'est celui qui met en place les systèmes au-dessus. Parce que par exemple, rechercher des pépites, ça te prend sûrement énormément de temps. Oui, ça prend du temps, bien sûr, parce que tu peux pas l'automatiser, tu peux pas le déléguer. Donc, c'est effectivement, il faut vraiment rencontrer les gens un par un. Ouais, tout à fait. C'est pas quelque chose qu'on peut déléguer. Ben, c'est très compliqué si tu veux parce que cette vision de l'investissement et de ce qui fait le succès d'une startup, c'est une vision assez personnelle que j'ai développée. C'est assez fin comme analyse. Donc, pour le déléguer, et en fait, j'ai remarqué quelque chose, et c'est tant mieux pour moi, parce que c'est ça qui fait que mon business existe, c'est que j'ai beau expliquer aux gens ma vision, tu vois, dans mon livre, par exemple, il y a tous mes critères, tu peux les lire, tu peux les recopier, etc. Même quand j'explique tout aux gens, je vois que dans l'application derrière, c'est pas forcément évident. Donc, il y a vraiment la théorie, la pratique, et même si je te donne toute la théorie, en pratique, tu feras pas forcément les mêmes décisions, les mêmes choix que moi sur des startups. Donc, tant mieux, ça justifie mon existence, ça justifie que je sois là, mais c'est assez... voilà. Enfin, après, sur le long terme, le jour où tu vois, on a des milliards à investir, etc., oui, bien sûr, tu peux former des gens et sur le long terme, tu les formes au quotidien, ils vont finir par y arriver. Mais aujourd'hui, je n'ai même pas souhaité en fait, essayer de le déléguer parce que je suis assez heureux de faire ça. En fait, c'est super, c'est fascinant, tu vois, de rencontrer des gens hyper talentueux du monde entier, etc. J'ai le temps de le faire, j'ai envie de le faire, donc voilà. Comment tu as fait pour un jour te dire, je vais prendre l'avion, je vais faire un truc dans la Silicon Valley? Tu connaissais ce domaine? Tu vas nous reparler Silicon Valley parce que ça ne parle sûrement pas à tout le monde. C'est où? Tu vois, je pense qu'il y a plein de personnes qui ne savent pas où c'est et c'est OK. Y Combinator, moi, avant de te rencontrer, Y Combinator, j'aurais cru que c'était un robot. Enfin, tu vois, on ne sait pas tous ce que c'est. Est-ce que tu peux nous redétailler ce que c'est et nous dire comment tu es arrivé là-bas, sachant qu'à la base, donc c'est américain,
nous, les petits Français, pour les Américains, on est… c'est un peu la légende de dire, mais c'est où la France sur la carte, quoi. Sur la carte, ouais, c'est l'Australie. Non, non, ça, c'est Comment tu as ça, fait? c'est la France. Alors, Pourquoi et comment t'en es arrivé là? pour redonner peut-être un tout petit peu de contexte, hein, pour si, bah, voilà, des gens qui me connaissent pas, qui savent pas ce que je fais. Donc, moi, j'ai créé il y a 5 ans Léonis Investissement. C'est un club dans lequel j'ai souhaité rassembler des particuliers pour investir ensemble dans des startups avec des petits montants. C'est-à-dire que si aujourd'hui, toi, Damien, tu vas avoir une startup, tu dis je vais investir, elle va te dire OK, mais c'est 50 000 euros, 100 000 euros. Et toi, tu peux te dire, mais attends, mais moi, je ne veux pas mettre 50 000 euros, 100 000 euros, c'est trop, je ne les ai pas. J'ai envie d'investir 2 000, 3 000, 5 000 euros. Et donc, je me suis dit, bah, si on se regroupe, qu'on est 10 à mettre 5 000 ou on est 40 à mettre 2 000, eh ben, ça fait des montants plus gros. Donc, j'ai commencé comme ça avec des startups françaises parce que bah, je suis français, j'habite en France et c'est ce que je connais. Bon. Et effectivement, un beau jour, je me suis dit, mais où sont les meilleures startups dans le monde? Et la réponse évidente, c'était elles sont dans la Silicon Valley. Donc la Silicon Valley, c'est la baie de San Francisco au sud. C'est là où il y a les plus grandes écoles d'informatique au monde, Stanford, Berkeley, etc., etc. Et donc, c'est une région où où sont nées ces 20-30 dernières années les plus grandes entreprises technologiques au monde qu'on connaît. C'est là où il y a Apple, c'est là où il y a Facebook, c'est là où il y a Uber, Airbnb, etc., etc. Et c'est là où il y a beaucoup ce qu'on appelle des VC, des venture capitalistes, donc des investisseurs dans les startups, les gros fonds d'investissement, ils sont là-bas. Et donc, effectivement, alors ça paraît tout con, mais je me suis dit, bon, bah, ok, il y avait ce club qui existait en France. Je me suis dit, où sont les meilleures startups dans la Silicon Valley? J'ai pris mon sac à dos, j'ai pris mon billet d'avion et je me suis dit, je vais aller voir. Bon, je ne savais pas si j'allais réussir ou pas, mais j'y allais comme ça, en curiosité. Bon. J'avais l'avantage de bien parler anglais, donc ça, effectivement, c'est un truc. Déjà, critère numéro un, tu veux parler aux Américains, bah, faut parler anglais, il faut parler bien anglais. Eux, ils vont pas faire d'efforts pour toi. Donc, j'avais ça j'avais déjà ça comme atout. Et puis, j'avais en fait un deuxième atout qui m'a énormément servi, c'est que je partais pas de zéro. C'est-à-dire que si j'avais été le premier jour aux États-Unis en disant coucou, moi j'ai un rêve, je veux faire un groupe, on va investir de l'argent et tout, les mecs m'auraient dit ok, mais bon, probablement, voilà, dégage. En fait, non, je suis arrivé, mais quand j'ai parlé à des gens, je leur ai dit mais j'ai déjà un club en France, il fonctionne déjà, on investit. À l'époque, on investissait à peu près 150 000 euros en tout regroupé par investissement avec les membres. Et donc, bah, c'est pas rien, 150 000 euros, ça fait quand même 150 000 dollars. Enfin, plus ou moins, ça dépend du taux, mais voilà. Et donc, si tu veux, c'est pas zéro. Donc, quand j'ai dit aux gens, bah, écoutez, nous, on est prêt à investir des tickets dans plusieurs startups de 150 000 dollars chacun, ça les intéresse. Et tu vois, les Américains, pour le coup, ça c'est génial, surtout la Californie. En fait, que tu sois français ou pas, enfin, les gens viennent de partout. D'ailleurs, les entrepreneurs, c'était pas des Américains pure souche, c'était des immigrés. Il y a une des plus belles boîtes dans laquelle on a investi, c'est un Égyptien. Il est né en Égypte, il est arrivé aux États-Unis. Et donc, que je sois pas américain, il s'en fout. Lui-même, il n'est pas vraiment américain. Enfin, il est américain maintenant, mais voilà, il vient d'Égypte, etc. Donc, c'est un concept assez fluide et business is business, money is money. Donc, il a vu l'argent, il a dit, il y a une opportunité, on y va. Donc, je pense que ça m'a vraiment aidé d'avoir déjà commencé, de bien parler anglais. Et puis, effectivement, j'ai au tout début un peu commencé quand même avec les Français de San Francisco, entre guillemets. Ça m'a ouvert quelques portes. D'abord, avec des gens qui étaient français, on avait des copains en commun à Paris, etc., mais qui habitaient à San Francisco. Il y a quand même beaucoup de Français là-bas. C'était aussi une première porte d'entrée. Voilà. Il y a un truc qui est important dans ce que tu dis et qu'on m'a toujours dit. Quand tu veux quelque chose, quand tu veux voir quelqu'un et que tu veux quelque chose, il faut toujours amener de la valeur à la personne. Aller voir quelqu'un et dire j'ai envie de travailler avec toi, c'est cool. Par contre, en gros, si tu changes le truc et tu dis, oh, tu dis, je peux t'apporter ça, ça et ça, et je suis même prêt à le faire pendant un mois gratuitement pour montrer que je suis motivé et tu vas voir, du coup, au pire, tu me jettes au bout d'un mois, c'est pas la même chose. Donc, on muscle son cerveau à donner de la valeur. On dit en give, 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 et un jour, ask. Et c'est super important de faire ça. L'erreur au début, c'est d'envoyer un message. Tous ceux qui envoient des CV, des lettres de motivation, toutes formatées pour aller travailler dans une société, il n'y a rien de qu'est-ce que tu donnes à part le même CV à tout le monde, la même lettre de motivation à tout le monde. Et c'est excellent, c'est ce que tu nous dis là. Du coup, mais quand tu as construit en France, en toute transparence, tu l'as construit
avec une logique d'aller aux États-Unis ou tu es allé aux États-Unis par opportunité parce que ça avait marché en France? Non, non, enfin, je dirais pas forcément que c'est par opportunité, mais en tout cas, je l'avais pas pensé au départ comme ça. Quand j'ai construit en France, j'ai construit en France. Je pensais pas aux États-Unis. Et c'est vraiment un jour où je me suis dit, mais pourquoi pas? Mais c'était pas par opportunité dans le sens, enfin, c'était au hasard, mais c'était pas par opportunité, c'était vraiment par calcul, parce que je me suis dit, bah, c'est là que sont les meilleures startups. Donc je me suis dit, bah, ok, maintenant j'ai fait une première étape. C'était plutôt, tu vois, tu grossis ta boîte. Étape 1, tu fais un club qui fonctionne, ça y est, ça marche. Et puis étape 2, je me suis dit, bah, finalement, j'avais des clients, les membres du club, hein, c'est mes clients, ils veulent. Mon rôle, c'est que je leur propose les meilleurs investissements possibles, les meilleures startups. Et donc, dans ma tête, je me suis dit, j'ai réfléchi comme ça. Je me suis dit, OK, quelles sont les meilleures startups possibles? Et je me suis dit, bah, ce serait incroyable si on pouvait aller investir aux États-Unis. Euh, voilà, donc j'ai essayé d'améliorer le produit que je fournissais à mes clients en allant chercher des meilleures startups. Et il se trouve que ça a fonctionné. Voilà. Mais déjà, pourquoi une société a besoin de faire une levée de fonds? Parce qu'on parle du coup d'aller participer à une levée de fonds d'une société, dans ce que tu dis. En fait, si une société a besoin d'argent, si on fait le truc de base, bah, c'est qu'elle ne va pas bien parce qu'elle a besoin d'argent. Donc pourquoi on va aller dans une société qui a besoin d'argent? Je fais exprès de mettre le niveau le plus bas. Bien sûr. On sait quand une société qui a besoin d'argent, du coup, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à avoir la trésorerie pour s'en sortir toute seule. Du coup, pourquoi je vais investir dans une société qui n'arrive pas à avoir la trésorerie pour s'en sortir tout seul? Et comment je peux savoir que cette société, elle peut faire un x2, x4, x10? Et même fois 100 et même fois 1000 dans la Silicon Valley. Je suis dans le club privé de Gabriel, donc les coefficients me font briller mes yeux. Ouais, il y a des. Alors, il y a des très belles histoires. En fait, donc, mais c'est lié. Ta question et les coefficients, c'est lié. En fait, il y a une startup, ça reste une entreprise, d'accord? Il y a effectivement un modèle économique simple, c'est qu'une entreprise, elle est faite pour gagner de l'argent. Il faut qu'elle gagne plus d'argent que ce qu'elle dépense, et donc elle fait un bénéfice, et c'est comme ça qu'elle va enrichir ses actionnaires, c'est-à-dire les fondateurs, éventuellement les investisseurs. Donc, ça, c'est le modèle de base. Mais dans la Silicon Valley, depuis 30 ans, on a inventé un nouveau modèle. C'est un modèle notamment qui est rendu possible grâce à Internet, puisque Internet, ça permet de grossir très très vite. Parce que si tu es McDonald's et que tu veux être accessible McDonald's dans le monde entier, bah, il faut que dans tout le monde entier, tu construises des McDonald's. C'est cher, c'est compliqué, etc. Mais si tu es Uber et que tu veux que dans le monde entier, il y ait Uber, bah, tu n'as rien à construire. Les gens, ils ont déjà les smartphones, ils ont déjà le App Store ou le Google Store. Et donc, tu fais ton application une fois et tu n'as rien à faire. Les gens, ils ont juste à la télécharger et qu'ils soient en Indonésie, à Tokyo, à Tombouctou, à Paris ou à Los Angeles, ils téléchargent la même application. Donc, Internet permet de diffuser comme ça l'information très, très vite dans le monde entier. Et donc, la Silicon Valley et cette nouvelle règle du jeu d'Internet qu'on peut aller, que c'est digital, ont créé un nouveau modèle. Et ce nouveau modèle, c'est on va commencer dans un premier temps par perdre de l'argent volontairement parce qu'on va se développer très très vite pour aller conquérir le monde entier, conquérir des marchés. C'est l'exemple d'Airbnb, c'est l'exemple de Uber. Tout le monde a critiqué Uber pendant des années en disant ouais, Uber, ça perd de l'argent, c'est ridicule, c'est nul, etc. Pourquoi Uber perdait de l'argent? Parce qu'il dépensait énormément en marketing pour aller ouvrir des nouvelles villes pour que Uber soit accessible à Paris, encore une fois, à New Delhi, à Sarajevo, etc. Et le but, c'était que pour les gens qui voyagent, tu descends de l'avion, où que tu sois dans le monde, et boum, tu ouvres ton application Uber, et c'est parti. Donc, dans un premier temps, on dépense et on devient leader mondial. Donc, c'est le cas d'Uber, c'est le cas d'Airbnb. Airbnb avait des concurrents, mais Airbnb, ils ont dit, on va être partout. Donc, effectivement, aujourd'hui, tu débarques au fin fond de l'Indonésie ou de la Papouasie-Nouvelle-Guinée dans la jungle, et tu as un Airbnb, c'est quand même incroyable. Donc, on va dépenser. Et une fois qu'on sera leader, là, on arrête le marketing ou on réduit le marketing. En tout cas, on le fait intelligemment et différemment. Et là, on devient profitable. Et on devient très profitable parce qu'on a le monde entier. C'est nos clients. Airbnb, ils ont pour clients les gens du monde entier. Donc, c'est une courbe un peu inversée où on commence par perdre de l'argent, mais pour aller très, très vite et se déployer très rapidement. Pour faire de la croissance plus rapide que ce qu'on pourrait autofinancer avec ses propres bénéfices, on va perdre de l'argent. Donc, pour faire ça, il faut de l'argent, il faut des investissements. Les gens qui investissent, ce sont les investisseurs. Donc, ce sont nous, en l'occurrence, par exemple, et des fonds d'investissement. Et donc, ce qu'ils espèrent, c'est qu'ils prennent des parts au départ avec leur investissement. Au début, ils prennent des parts d'une boîte qui est petite, mais ils leur donnent de l'argent, ils leur donnent des moyens à cette startup pour qu'elle aille très, très vite, qu'elle se développe, pour qu'un jour, elle soit beaucoup plus grosse. Et donc, que les parts qu'on a pris, les actions, valent beaucoup, beaucoup plus. Et puis ensuite, soit la société entre en bourse, on appelle ça une IPO,
soit la startup se fait racheter. Il y a beaucoup de rachats, notamment aux États-Unis, beaucoup plus qu'en France, ce qui est une des raisons pour lesquelles c'est plus intéressant d'investir là-bas. Et donc, les investisseurs ont un retour sur investissement, effectivement, qui peut être 10 fois, 100 fois, 1000 fois leur mise. Ça paraît dingue quand on dit 100 fois, 1000 fois leur mise, mais ça arrive assez fréquemment dans la Silicon Valley, des retours entre x100 et x1000 sur des durées qui sont de 5 à 7 ans ou 5 à 10 ans. Donc, ce qui peut être monstrueux, si tu mets 2000 euros et que tu récupères x 1000, tu récupères 2 millions d'euros avec seulement 2000 euros investis. C'est assez dingue. On n'a pas de certitude, évidemment. On ne peut pas prédire avec certitude que ça va se produire. Mais si ça se produit, c'est assez sympa. Voilà. Alors, disclaimer, comme ça, on est bon et on n'aura pas de… le risque de perte est total sur les montants, parce que aussi bien que la société peut faire x100, elle peut aussi faire faillite. Donc, en fait, on va dire que c'est un modèle assez binaire. Soit tu gagnes un peu, voire beaucoup, soit tu perds. Donc, pour moi, c'est un niveau d'investissement qui demande une certaine maturité. Tout à fait. Ce n'est pas de l'argent de l'épargne que vous voulez mettre dans votre résidence principale pour vous loger dans 6 mois. C'est un niveau, pour moi, c'est un passage obligé. Alors, quand je dis obligé, c'est un passage obligé à celui qui veut avoir une base robuste parce que pendant que les marchés vont baisser et que ton portefeuille va dégueuler de 50%, tu auras toujours ça où tu as des gens qui vont travailler pour toi. Moi, ce qui m'excite là-dedans, c'est qu'en fait, tu payes des gens. Au final, tu deviens un chef d'entreprise en faisant ça parce que tu payes des gens pour travailler nuit et jour pour te faire gagner de l'argent. Donc, tu mets de l'argent, c'est bon. Et il y a des gens, tu sais que ces gens-là, ils ont un intérêt encore plus gros que toi à réussir. Alors, ils vont peut-être échouer. S'ils vont échouer, toi, tu vas perdre un billet. Mais eux, ils vont avoir perdu des années. Donc, le plus motivé entre les deux à réussir, je pense que c'est eux. Moi, c'est ce que je trouve ambitieux. Alors, on va nous dire, oui, c'est une société capitaliste. On est dans une société où l'argent est roi. Du coup, si tu as de l'argent, tu peux aller faire ça. Et en fait, en faisant ça, tu fais quoi? Parce que société capitaliste, ok, mais souvent, c'est pour embaucher des gens. Donc, grâce à ça, tu permets de l'emploi. Si on va sur le côté un peu plus RSE de la chose, tu embauches des gens, tu développes un service qui n'existe pas dans certaines populations. Donc, en fait, c'est en plus de ça, pas déconnant dans le côté sociétal, quoi. Bien sûr, absolument. Effectivement, ça crée de l'emploi. Effectivement, c'est des services qui souvent facilitent la vie des gens, rendent vraiment des services. Je te donne un exemple, enfin toi tu le connais, mais je donne un exemple. On a investi dans une startup au Mexique qui fait des avances d'argent qui prête entre 100 et 200 dollars aux particuliers pour les gens qui n'arrivent pas à finir la fin du mois. Donc, à la fin du mois, tu es mexicain, il te manque 50, 100 dollars pour faire les courses les 3 derniers jours, nourrir ta famille, etc. Tu n'as pas d'argent, nous, on investit dans une startup, ils vont t'avancer de l'argent. Alors, bien sûr, ils vont gagner de l'argent, tu vas les rembourser avec un taux d'intérêt, c'est normal, à nouveau, c'est le capitalisme, mais n'empêche que ça rend vraiment des services, vraiment, tu vois, tu te mets à la place du père de famille ou de la mère de famille qui n'a pas de quoi mettre de la nourriture sur la table pour ses enfants, c'est génial, ça change la vie. Et effectivement, en plus de tout ça, on crée des emplois, etc. C'est un bon exemple, Gabriel, que tu prends parce qu'il me semble avoir investi dans cette société de mémoire. Et par contre, parce que du coup, il y a un forum avec lequel on peut échanger avec tous les investisseurs du club. Alors, dès que Gabriel il met un nouveau deal, ça devient un peu la gazette, quoi, parce qu'il y a ceux qui vont râler qui vont voir le mal dans tous les trucs. Et du coup, sur ce genre de choses, ils disent, ouais, mais du coup, philosophiquement, on prend de l'argent, du coup, on se sert sur l'argent des personnes qui ont des difficultés. Et en fait, ça, c'est une position très en France, parce qu'en France, de toute façon, on n'abandonne personne au final, parce qu'il y a les aides, enfin, on va pas faire la table là-dessus, mais il y a beaucoup de choses. Mais en fait, c'est parce que c'est notre position bien tranquille en France. Quand tu es dans certains pays, tu es à 100 balles près, tu te fais virer de chez toi du jour au lendemain. Tu es à la rue. Donc, ça sauve en fait des gens. Parce que nous, on voit bien que de toute façon, tu as un retard de loyer. Je suis bien placé pour savoir, avec mon patrimoine, tu as un retard de loyer. Bon, le mec, il t'appelle, il dit, je le payerai plus tard, quoi. Il sait qu'il a un peu de temps, quoi. Donc, on a ce cerveau formaté, mais en fait, ça sauve des gens réellement. En plus, ils ont des stratégies pour rembourser assez vite. Donc, le but n'est pas qu'ils aient 4 000 € à la fin de l'année de crédit à… Ce n'est pas un crédit à la consommation, quoi.
ce genre de choses. Effectivement, alors c'est marrant donc on parle bien de la même boîte et effectivement, c'est assez rare dans le club Léonis, ça arrive assez rarement, mais cette boîte-là, il y avait eu effectivement un débat en interne de gens, certaines personnes qui trouvaient ça plutôt immoral. Chacun est libre de penser ce qu'il veut et les gens qui trouvent ça immoral, ils étaient libres de ne pas investir, ils ne l'ont pas fait. Mais effectivement, enfin, moi, j'ai pas trouvé ça immoral, ça m'a pas gêné parce que, donc bien sûr, on va gagner de l'argent sur des gens pauvres, mais avant tout, on va quand même leur rendre service. Donc, et on peut leur sauver la mise. Donc après, voilà, on gagne un peu d'argent, ok, très bien, c'est le jeu, ils le savent, personne ne les force. Mais par contre, on va leur sauver la mise à la fin du mois pour mettre de la nourriture sur la table. Et ça, je trouve que c'est nettement plus important que le reste. Cette levée de fonds, en fait, la société, du coup, s'endette. Attention, hein, la société, elle ne s'endette pas puisque ce n'est pas une dette. C'est non remboursable. C'est-à-dire que la société, une dette, tu as une échéance et tu dois la rembourser tous les mois avec une date de fin où tu as rendu l'argent. Quand tu investis au capital d'une société, elle n'a pas l'obligation de te rendre l'argent. Et c'est bien ce qu'on a dit, si la boîte elle fait faillite, Oui, ça va à zéro. C'est pour ça que c'est risqué. Elle n'a pas l'obligation de te rendre l'argent. Et d'ailleurs, même si la société se porte bien, elle ne va pas te rendre l'argent. Ce n'est pas une dette, elle ne te rembourse pas. Simplement, tu détiens des actions dont la valeur va augmenter. Donc voilà, c'est une petite précision, mais ce n'est pas une dette. Ouais. En fait, elle a une vision forte qui lui permet de dire, c'est pas grave, je vais diluer ce que je vais gagner à la fin potentiellement avec un rachat ou une entrée en bourse. Elle va plutôt diluer du coup ce qu'elle va gagner. Et en fait, parce que c'est vrai que humainement, on se dirait, attends, mais si je fais rentrer des gens, du coup, je vais moins gagner le jour où je vais revendre. Et eux, ils se disent, non, c'est pas ça le truc. Moi, j'ai une vision tellement forte que je vais gagner tellement d'argent. Mais par contre, j'ai besoin de rapidement dans le game, en fait. De faire de la croissance. Ouais. En fait, c'est effectivement, donc, en faisant rentrer des nouveaux investisseurs, ils vont avoir moins de parts du gâteau, mais le raisonnement, c'est que le gâteau va être plus gros. Donc, effectivement, est-ce que tu préfères avoir 100% du magasin de bonbons en bas de chez toi, ou est-ce que tu préfères avoir 1% de Facebook? Il vaut mieux avoir 1% de Facebook, ça vaut beaucoup plus. Donc, ils se disent, je vais avoir une plus petite part du gâteau, mais en échange de ça, je vais avoir de l'argent. Cet argent, je vais l'investir. Comme je vais l'investir, je vais faire de la croissance et de la croissance rapide. Et donc, le gâteau, à la fin, sera beaucoup plus gros. Donc, vraiment, c'est ce côté de vision quand on fait les choses. Et c'est OK de se dire qu'on veut avoir l'épicerie en bas de chez soi. C'est juste qu'il faut être aligné avec la vision qu'on a. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir une vision… si on a une vision petite, il faut s'attendre à des résultats petits. Et en aucun cas, c'est péjoratif. Mais par contre, et ce qui fait des frustrations, c'est que moi, pendant que j'étais salarié, pendant toutes ces années-là, j'avais une vision petite, mais une ambition qui était grande. En fait, à un moment, tu te mens à toi-même. Parce que tu veux avoir une vision de construire plein de choses. Tu vas avoir un objectif de construire plein de choses, mais au final, tu as une vision de rester à ton poste bien protégé. Et du coup, ces sociétés, ils assument ça. Je trouve que c'est top et c'est du cran aussi. Parce que du coup, c'est une responsabilité. Parce que même si ce n'est pas une dette, moralement, je pense que tu as envie de gagner toi et tu n'as pas envie de planter les gens qui t'ont fait confiance. On va revenir sur les questions de notre entretien. Quelle est la meilleure compétence que tu as pour réussir dans le poste d'entrepreneur? Ah non, alors j'avais une première idée, mais en fait, la deuxième, je pense, je te dirai les deux, mais la deuxième, à mon avis, en fait, est la meilleure. Je pense vraiment que la meilleure qualité qui m'a servi, qui me sert au quotidien, pour réussir dans le job d'entrepreneur, c'est le courage ou disons même la résilience. Parce que, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, j'en ai eu vraiment des galères, j'en ai vraiment eu beaucoup. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup échoué. Et vraiment, c'est un thème central dans ma vie. Et c'est très dur. Parce que c'est très dur d'échouer. Parce que quand tu montes une boîte, ta boîte, c'est ton bébé, ta boîte, c'est toi. Moi, je me suis beaucoup défini par ça. Je me définissais, mon identité, c'était Gabriel, je suis entrepreneur. Et donc, quand ta boîte échoue, c'est un coup super dur. C'est un coup super dur pour l'ego parce que ta boîte, c'est toi et toi, tu as échoué. Et donc, toi-même, tu es un échec, tu es nul, tu es un raté. T'es pas au niveau. Donc, il y a beaucoup de remises en question. Est-ce que je suis pas assez intelligent? Est-ce que je suis pas fait pour ça? Est-ce que effectivement, il faut que j'abandonne? C'est des trucs hyper durs, hyper violents à vivre, hein, honnêtement. Enfin, moi, j'ai pas kiffé, hein, on va le dire très clairement. Et donc, pour cette raison, d'ailleurs, je pense que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Je pense que pour être entrepreneur, il faut effectivement être capable d'accepter ça, de vivre ça, de se prendre ça dans la face et malgré tout de continuer. Donc moi, personnellement, j'ai effectivement
eu cette résilience, cette persévérance pour continuer. Ce n'était pas toujours facile. J'ai eu des doutes. J'ai failli arrêter. J'ai hésité. Je me suis dit, est-ce que je ne suis pas fait pour ça? J'ai finalement persévéré pour diverses raisons. Il y avait une partie d'orgueil en me disant, je ne peux pas m'arrêter là et échouer. Je ne suis pas plus con qu'un autre. Il faut que j'y arrive. Donc voilà, c'est vraiment ça fait ressortir pas toujours le meilleur, tu vois, de l'être humain. Et voilà, c'est au prix seulement de cette résilience que j'ai persévéré et que je suis encore là aujourd'hui. Sinon, j'aurais abandonné depuis longtemps. Et franchement, c'était hyper dur. Voilà. Alors ça, franchement, c'est le plus important. Donc voilà, la première chose qui m'est venue, mais je pense que c'est important aussi, c'est un autre registre. C'était quand même la première chose qui m'est venue en tête. C'était la curiosité. C'est très différent, mais voilà, moi, je suis très curieux, je m'intéresse à énormément de choses et ça m'a beaucoup servi dans mon métier d'entrepreneur parce que, voilà, on l'évoquait tout à l'heure tous les deux en off. Un entrepreneur, il réinvente pas l'eau tiède. Il y a des choses que tu vas aller t'inspirer, tu vas aller prendre à droite à gauche, des choses qui fonctionnent, etc. C'est normal. Et donc, le fait d'être très curieux, j'ai été voir beaucoup de choses pour m'en inspirer. Et il y a des trucs tout cons, mais mon business actuel, il vient du fait qu'un jour, j'ai cliqué sur une pub sur Facebook. J'étais dans un open space et je sais pas, je devais m'ennuyer, j'en sais rien. Et j'ai cliqué sur une pub et je me suis dit, bon, je vais aller voir. Et j'ai passé 1 heure dans un truc qui n'avait rien à voir. C'était presque de la procrastination, tu vois. Mais c'était de la bonne procrastination, de la curiosité. J'ai été voir, j'ai déroulé le fil. Et j'ai dit, bon, ok, c'est intéressant, on continue de creuser, etc. Et puis petit à petit, comme ça, j'avance, je découvre des trucs et voilà, quoi. Donc, je trouve que pour mon métier à moi, en tout cas, c'est aussi très, très important. Excellent. C'est de belles compétences qu'on peut muscler, quoi, en tout cas. Oui, effectivement, alors ça se travaille en plus. Donc, effectivement, si les gens disent, ah oui, mais moi, je ne suis pas du tout curieux, ça se travaille. Et la résilience aussi, oui. Après, si vous vous dites, ouais, mais du coup, moi, je ne suis pas résilient, il y a eu un problème et tout, je vais vous donner un petit exemple. J'en parlais hier à la fin de ma séance de sport avec des personnes qui doutent de se lancer à leur compte. Et je leur disais, mais en fait, tu doutes, mais de toute façon, ok, tu te lances à ton compte et tu n'y arrives pas. Qu'est-ce qui se passe? Moi, c'est comme ça que ça m'a déclenché. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tu retournes dans ton CDI. Tu n'as pas loupé grand-chose en soi. J'ai par contre, il y a une différence, je leur disais, c'est la vitesse avec laquelle tu vas apprendre de nouvelles compétences. Ouais, c'est clair. Parce que quand tu as des doutes, moi, quand j'avais des trucs un peu, comme tu dis, des échecs en salarié, j'attendais que ça vienne du haut, quoi. Parce que de toute façon, ça ne changeait pas mon quotidien. Il y a un projet qui foirait, j'attendais le nouveau projet qui allait sortir, de toute façon. Ce n'est pas à moi de le sortir, ils vont me le donner. Tandis que quand tu es chef d'entreprise, si tu attends quelque chose de personne, parce que tu te retournes et il n'y a personne. Même si tu as créé une équipe, à un moment, le patron, c'est celui qui doit anticiper quand le vent est en train quand tu es en train de prendre la rafale. C'est le rôle du patron de protéger ses équipes et de trouver ce que j'appelle moi des pivots, quoi, soit légers, soit assez forts. Donc, en fait, à un moment, il va falloir lâcher prise. C'est pour ça qu'on fait, voilà, que je vous amène des personnes inspirantes, parce qu'il va falloir lâcher prise, se former. On n'est pas en train de dire que c'est quelque chose qu'on… Alors oui, il y en a qui vont dire, c'est inné, en 2 mois, tu crées ta boîte et tu fais 100 000 euros par mois. Honnêtement, good luck. Alors, ouais, c'est comme en immobilier, quoi. Vous connaissez mon point de vue. Si vous allez voir mes vidéos en immo, c'est la même chose. À un moment, il faut arrêter le bullshit marketing. Ça vend des formations, ce que je dis souvent, mais ça ne change pas des vies. Et moi, je préfère le niveau changer des vies. Et en fait, ça ne sert à rien de vous dire n'importe quoi. Ça prend du temps. Il faut se former. Des fois, il va falloir le faire en double de son CDI. Moi, pendant un moment, je me levais à 5h30 le matin et je prenais une demi-journée par semaine de congé. Ma femme, elle n'a jamais compris à ce moment-là quand je lui disais, chérie, c'est un déséquilibre. Je vais me rééquilibrer. Elle m'a dit non, je ne veux pas qu'on ait déséquilibre. J'ai dit, fais-moi confiance, je déséquilibre pour me rééquilibrer. Et j'ai appris ça en séminaire. On m'a dit en séminaire, tu es obligé, mec, d'avoir un déséquilibre dans ta vie si tu veux faire quelque chose. Donc, ça va passer par certains efforts. Et voilà, si vous avez la résilience, appuyez-vous. La curiosité, appuyez-vous. Vous avez autre chose. Mais vous avez forcément une compétence dans laquelle vous excellez. Allez sur vos points forts, ouais. C'est clair. Et moi, c'est une… Ça peut être juste du bagou. Juste du bagou. Ouais. Gabriel, forcément, peut-être qu'il n'excellait pas dans le bagou, mais en allant à Silicon Valley devant les Américains, il a forcément musclé son bagou pour savoir, OK, c'est quoi ma phrase d'accroche pour que en 7 secondes, on ne me dise pas dégage. Forcément, à un moment, on n'en a jamais discuté, mais c'est obligé. À un moment, il faut avoir ce truc
qui fait que tu vas te fondre dans une masse de personnes qui, à la base, tu n'es pas en train de lever des fonds, toi. Donc, tu es un extérieur à ça, mais tu te bases. Et toutes ces compétences, quand on est entrepreneur, en fait, c'est x10, x100, x1000 de la vie, entre guillemets, plus standardisée. Et moi, c'est quelque chose que je dis parfois aux gens que j'accompagne. Je leur dis, bah, ça va être dur. Effectivement, il n'y a pas de jour au lendemain. Ça existe quasiment pas. Il y a des exemples, mais il n'y a pas de jour au lendemain. Ça va être dur, vous allez galérer. Mais je dis toujours aux gens, je prends l'âge qu'ils ont. Tu vois, s'ils ont 30 ans, je leur dis, mais imagine à 40 ans. Et s'ils ont 40 ans, je leur dis, imagine à 50 ans. Imagine, même si ça te prend 10 ans de ta vie pour y arriver, mais imagine par contre, dans 10 ans, donc à 50 ans, à 60 ans, peu importe. Voilà, ça y est, tu es libre, tu es indépendant financièrement, tu peux faire ce que tu veux, tu n'as plus besoin de travailler, tu n'as plus de patron, et tu fais quelque chose qui te plaît et qui te permet d'avoir les libertés qui t'intéressent. Est-ce que ça vaut pas le coup? Même si ça met 10 ans. Et ça replace en perspective. Les gens se disent, ah ouais, non mais ça replace la perspective. Les gens se disent, ouais, c'est vrai, j'ai 10 ans devant moi, mais même, et je leur dis, mais même si ça met 10 ans, ce qui est un peu le scénario le pire, on va espérer que ça va mettre moins. Mais est-ce que ça vaudrait pas quand même le coup? Et tu dis, bah c'est vrai, ça vaudrait le coup si dans 10 ans, je peux avoir la vie de mes rêves. Et donc, ça te motive à bosser. Et en général, tu y arrives quand même en moins de 10 ans. Donc, voilà. Mais il y a un truc horrible là-dedans, Gabriel. C'est qu'en fait, quand tu fais ça et que tu atteins cet objectif-là, en fait, tu kiffes tellement de mettre en place. Enfin, en tout cas, c'est mon cas, je ne sais pas, on en a. Mais moi, je kiffe tellement mettre en place de nouvelles sociétés avec de nouveaux challenges pour aller aussi tirer des gens que j'ai envie d'aider à sortir de là. Donc, je m'associe avec eux et dis, on va créer ça. Et tu vas voir que c'est faisable. En fait, moi, aujourd'hui, c'est une passion de mettre en place des systèmes. Alors que, effectivement, sur le principe, je pourrais bosser beaucoup moins. Mais mon cerveau, il a envie de bosser plus. Je ne sais pas si toi, tu goûtes à ça. En fait, il y a un accro à mettre en place ces systèmes et tout. Bien sûr. Ça te le fait aussi? Quand tu goûtes à ça, effectivement, ouais, as envie d'aller plus loin, de continuer. Effectivement, bon, ça dépend des gens, ça dépend de où on en est dans sa vie, etc. Je pense que tous les deux, on en est dans des phases plutôt comme d'expansion. On a de l'ambition, on a de l'énergie. Et donc, on veut aller plus loin. Il y a aussi voilà, ça va dépendre des gens et des gens qui sont moins en phase d'expansion, peut-être parce qu'ils sont plus proches de la retraite, peut-être parce qu'ils ont moins d'énergie, bon, etc. Oui, quand on est sur des profils comme toi et moi, qui sont des gens avec énergie et avec beaucoup d'idées, après, effectivement, une idée en amène une autre et ça, voilà, on tire sur le fil. Mais cela dit, moi, je suis un gros croyant de ne pas faire trop de choses en même temps et de faire ce qu'on fait et de le faire bien. C'est pas naturel pour moi, je me raisonne, je me contiens parce qu'effectivement, j'aurais envie voilà, comme tu l'as décrit, j'aurais envie de faire 50 trucs et je me dis, bah, écoute, je fais une chose et fais-le bien. C'est pas facile, hein, mon métier, et j'ai beaucoup de responsabilités, enfin beaucoup d'investisseurs derrière qui comptent sur moi pour trouver des boîtes. Donc, je me contiens là-dessus. Mais effectivement, j'aurai l'énergie pour en faire d'autres. C'est ça, c'est très bien ce que tu dis. Il y a un livre là-dessus, de l'art du focus. C'est important, en fait. C'est pour ça que moi, j'adore les systèmes. Et ma stratégie, en tout cas, par exemple, c'est de créer le système, créer les procédures, voir ce que je peux automatiser, voir ce que je peux déléguer avant de passer à quelque chose de différent. C'est tout bête, mais avant, je faisais des listes d'actions dans mes journées à rallonge. Du coup, à la fin de ma journée, je ne suis jamais content de moi. Parce que du coup, tu as l'impression que tu n'as pas fait. Même si tu en as fait beaucoup, tu n'en as fait que 50%. Donc, en fait, tu as l'impression. Et ton cerveau, non, mais t'es nul. T'es nul. Tu n'y arrives pas. Maintenant, je fais des listes d'actions focus sur les actions vraiment qui vont changer, qui peuvent changer stratégiquement mon business, ma vie perso, etc. Et à la fin de la journée, souvent, j'en fais plus. Mais du coup, je suis épanoui. Et ça, c'est hyper dans une formation, quoi, tu vois. Ouais, c'est hyper intéressant la différence entre être occupé et être productif. Donc, effectivement, c'est facile de remplir de tâches, mais comment tu priorises et quelles sont les tâches à forte valeur ajoutée et qui ont un impact sur ton business? C'est des vraies questions, effectivement. Et sur ta vie. Et sur ta vie. Parce que le plus important dans tout ça, on va en parler après, parce que j'ai une question toujours là-dessus, c'est qu'on fait ça aussi pour être heureux dans la vie, quoi. Enfin, ouais, c'est clair. Alors, on va passer à quel est le défaut que tu as le plus de mal à gommer en tant que chef d'entreprise? Oh bah ça c'est facile, parce que j'en ai tellement, la liste elle est…
Le défaut que j'ai le plus de mal à gommer, c'est, je sais même pas comment le décrire. Je dirais, enfin, à mon avis, je pense que c'est mon impatience. Et en réalité, je vais te dire très concrètement comment ça se manifeste. Souvent, enfin, on m'a souvent dit que je répondais à mes clients de manière un peu froide et laconique. Parce qu'effectivement, j'ai beaucoup de gens qui me posent parfois les mêmes questions. Et en fait, dans mon esprit à moi, c'est pas méchant, c'est juste je veux passer le moins de temps possible et je réponds. Il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas de cordialement. Je réponds avec le moins de mots possible parce que je veux vraiment optimiser mon temps. Je réponds va voir et voilà, point, tu vois. Et les gens ont un peu l'impression que, je sais pas, que je les envoie bouler, ce qui n'est pas le cas. Mais c'est terrible parce que ça détériore un petit peu les gens très gentils. Enfin, voilà, la plupart du temps, les gens m'en tiennent pas rigueur en réalité et ça va, mais ça détériore un petit peu la relation. Donc, si jamais il y a des clients de Léonis qui m'écoutent, je fais pas exprès. Mais je pense que je pense que c'est un gros défaut. J'aimerais beaucoup le corriger. Tu vois, je l'ai en tête, mais j'ai pas encore. Alors, une des choses que je fais pour le corriger, c'est que j'essaie de moins répondre aux clients et d'avoir des gens qui le font pour moi. Mais C'est voilà. excellent ce que tu dis. En tout cas, merci pour ton honnêteté, parce que Ouais. ce point-là, on en a déjà discuté ensemble, et je te l'ai remonté encore. J'ai encore remonté hier quelque chose Ouais. entre nous par rapport à ce genre de côté direct. Alors, c'est vrai que moi, je viens du milieu bancaire où Ouais. il faut mettre des C'est courbettes et des l'inverse. courbettes. Ouais. Et du coup, c'est vrai que je comprends ce que tu dis. Et Tu après, il sais, faut c'est nous. marrant parce que effectivement, c'est une question de, pardon, je te coupe, mais c'est une question de culture en effet. Moi, je suis aussi beaucoup influencé par la culture anglo-saxonne, du coup américaine, où C'est c'est hyper straight to the point, etc. Mais effectivement, ce qui est important, c'est de s'adapter par rapport aux clients. Et les clients, ils sont français, ils sont pas américains. Et donc beaucoup, ça les choque un peu. Enfin, ça les déstabilise au moins. Ouais. ouais, Ouais. merci pour ta transparence là-dessus. Non, non, bah c'est vrai, c'est la vérité. Et bon, mais tu vois, je le sais. Faut que j'améliore. Ça fait partie des trucs qu'il faut. Ouais. Et ça, c'est important, les amis, de ne pas se mentir à soi-même. Moi, je sais que, par exemple, on a vachement sympathisé avec Gabriel. Donc, on s'envoie des fois des WhatsApp et tout. Et je suis quelqu'un de très entier. Donc, en fait, quand j'ai un truc à dire, je le dis. Et moi, j'ai dit un truc à Gabriel. Et il m'a dit merci pour ton retour. Alors que je me suis dit, est-ce que je lui dis? Je lui dis pas parce que c'est pas un truc, c'est pas que c'était pas un truc sympa, c'est que c'est un truc que je pensais. Et je vous encourage à faire ça. Alors, après, c'est la liberté que j'ai. Moi, ma liberté, elle n'est pas financière. Parce que l'argent, ça vient, ça va. Aujourd'hui, ça va. Peut-être demain, ça ira pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ma liberté aujourd'hui, elle est de pouvoir faire et dire ce que j'ai envie de dire, ce que j'ai sur le cœur, et de rester entier. De ne pas jouer le rôle de quelqu'un. Et c'est marrant parce que du coup, on s'est dit les choses. Et en fait, c'était cool. Parce qu'en fait, on a ce truc-là, cette liberté de pouvoir se dire les choses et du coup, de se faire progresser. Et je vous encourage à faire un exercice là-dessus. C'est ce que j'appelle l'exercice du miroir. Si vous avez envie, dans un miroir, vous êtes que avec vous-même, vous parlez à personne et vous vous dites la vérité de ce que vous avez sur le cœur pour vous-même, pour votre vie. Ok? Est-ce que tout va bien et ça ne va pas? Et vous êtes pas, et du coup, il n'y a personne qui vous écoute, comme ça, vous n'êtes pas jugé. Moi, j'ai fait cet exercice plusieurs fois avant de sauter le pas du salariat et je l'encourage à pas mal de personnes que je sais qu'on vit, mais il ne faut pas écouter les gens, il faut se parler à soi-même et vous allez voir, ça va sortir tout seul. Vous allez vous dire la vérité sur vous-même puisque personne ne vous écoute, vous n'êtes pas jugé. Et nous, Ouais. c'est ce genre de choses. Tu vois, là, le défaut, tu le donnes, tu t'en fous parce qu'en fait, ne serait-ce que le formuler, c'est une progression Ouais, pour bien sûr. balayer un défaut. Ouais, c'est clair. Et en tout cas, moi, effectivement, tu disais, on s'est dit les choses et tu avais, entre guillemets, peur. Enfin, tu savais pas quelle serait ma réaction et elle a été positive. Moi, j'aime beaucoup, enfin, quelqu'un qui vous donne surtout quand on est entrepreneur, quelqu'un qui vous donne un feedback, en fait, c'est un cadeau parce il vous explique comment vous améliorer. Quelqu'un qui vous dit, là, j'ai pas aimé ce que tu as fait, c'est pas bien, eh ben, c'est une information qui veut dire, OK, bah, c'est super, la prochaine fois, je ferai différemment parce que j'ai compris que ça ne plaît pas. Donc, comme je te le disais à l'instant, j'ai beaucoup de défauts, donc on me dit souvent des feedbacks en fait négatifs. Et souvent, les gens sont mal à l'aise, c'est normal, c'est pas évident. Et toujours, je les remercie en disant, mais merci déjà d'avoir osé me le dire, parce qu'effectivement, il y a des gens qui n'osent pas. Et merci de m'aider à m'améliorer. Et voilà, heureusement, du coup, j'essaye quand même d'améliorer. Et donc, voilà, enfin, je peux pas dire que j'ai de moins en moins de défauts, mais en tout cas, je travaille à les Ah, corriger. Mais voilà, le feedback, c'est perçu négativement, en fait. Toujours on dit, ah, mais qui c'est, pour qui il se prend à me dire ça? Mais c'est quoi? Moi, il n'a pas compris, machin. Non,
peu importe. Si on vous donne un feedback, remerciez les gens parce que c'est pas facile à faire et c'est une opportunité de vous améliorer. Et donc, en fait c'est marrant. J'adore le feedback négatif parce que je me dis, plus j'en ai, plus je m'améliore et donc plus je suis une meilleure version de moi-même. Donc, j'aime beaucoup le feedback négatif. À nouveau, si vous m'écoutez, que vous avez pour une raison X ou Y, on s'est croisé, que vous avez un feedback négatif à me faire, allez-y, ce sera très bien accueilli. Donc, il n'y a pas de problème. Mettez-le en commentaire. Ouais, mettez-le en commentaire. Voilà. Bon, rien Voilà. sur les cheveux, hein, parce que ça, c'est pas de ma faute. Hein, Non, t'inquiète pas, le physique. sinon... Pas les cheveux, pas les cheveux. Non, c'est excellent et c'est quelque chose qui derrière fait vraiment progresser. Et surtout, quand on vous fait ça, parce que moi je le faisais au début, quand on vous donne un feedback, vous justifiez pas, écoutez juste. Moi au début, je me justifiais. Ah ouais, non, mais ou alors bon, il a rien compris. En fait, des fois, ça demande pas forcément de répondre. Il y a des choses qui ne demandent pas des réponses Ouais, à la c'est vie. clair. Et un feedback, ça demande juste tu le prends parce que peut-être qu'au moment où tu le prends, tu viens de t'engueuler avec ta femme et tu n'es pas prêt à le prendre. C'est-à-dire que tu n'es pas prêt à engager un dialogue sur une deuxième critique après avoir laissé ton linge traîner. Tu vois, enfin, tu viens d'avoir un truc domestique et on t'en balance une autre. Et en fait, des fois, c'est bien de le prendre et puis de le relire un peu après. Et puis, peut-être d'engager une conversation pour progresser. Mais c'est vrai que je te rejoins, c'est magnifique un feedback. Parce que déjà, on n'est pas parfait. Et c'est parce qu'on n'est pas parfait, parce qu'on a une personnalité qu'on est cool. C'est parce qu'on est apprécié par certains et détesté par d'autres. Vous serez toujours comme ça. On sera toujours comme ça dans la vie. Il y a des gens que vous allez aimer, des gens que vous n'allez pas aimer. Et non, le feedback, c'est une vraie puissance. Pour nous, en plus, qui travaillons quand même sur des business plutôt en ligne, où on ne voit pas tant de monde que ça dans notre quotidien, ce sont des pépites, quoi. Alors, question suivante. Quel est ton chiffre d'affaires sur ton dernier bilan? Joker. Yes. Non, je partage pas mes chiffres, vraiment pas du tout. La raison, je sais pas, je sais pas quelle est la raison. Si, je sais quelle est la raison, c'est qu'effectivement, bon, je pense que tu le sais, parler d'argent en France, c'est compliqué. Et j'aurais peur, je sais pas, que ce soit mal interprété, que ça se retourne contre moi, etc. Donc, j'ai choisi assez rapidement de pas du tout en parler. Ce que je peux te dire, c'est que Léonis Investissement, c'est une société en croissance qui fait un chiffre d'affaires correct, respectable, et que c'est mon métier à plein temps. Ça me permet d'en vivre, c'est important. Ça me permet même de m'entourer d'une petite équipe. Donc, il y a quelques personnes qui travaillent pour moi. Mais c'est vrai que partager les chiffres, c'est dommage, hein, mais en France, c'est vraiment comme ça. D'ailleurs, je ne sais pas si toi, tu partages les chiffres publiquement, je ne suis pas sûr, mais je connais très peu de gens, en tout cas, qui partagent leurs chiffres d'affaires. Et je pense qu'on a tous un peu la même peur. J'avais parlé avec quelqu'un qui me disait, je le faisais avant et je ne le fais plus. Parce que voilà, ça m'avait vécu pas mal d'emmerdes, etc. Donc voilà, je me suis mis au diapason de beaucoup de gens. Je trouve que c'est plutôt dommage, hein, mais on ne peut pas changer les mentalités comme ça en un claquement de doigts. Donc voilà. Excellent. Merci pour ta transparence. Le but de la question, c'est de vous montrer qu'en fait, on peut poser des questions et on ne peut pas répondre. Et ce n'est pas grave. C'est-à-dire que je pose une question et la réponse est non, je ne te donne pas. Et en fait, on va passer quand même à la suite et on n'en est pas mort. Et ce n'est pas très grave. Et Gabriel, il s'est justifié parce qu'en fait, il n'est pas à l'aise avec le fait de dire non. Mais en fait, je suis 100% d'accord avec lui sur un truc. C'est qu'en France, malheureusement, pour l'instant, c'est mal vu par certaines personnes de réussir. Et Gabriel, que je connais en dehors, et de toute façon, j'inviterai des personnes sur ma chaîne, je serai très élitiste sur le respect des valeurs que j'ai. Hein. Élitiste, c'est ça pour moi. Et Gabriel, il partage ses valeurs, c'est-à-dire que peu importe ce qu'il gagne, c'est pas qu'il s'en bat les steaks, c'est que ça ne va pas changer sa manière de percevoir la vie. Et ça, c'est plus important. Mais voilà, oui, alors, je me permets de rebondir, mais effectivement, c'est aussi ça. Un point très, très fondamental, c'est qu'effectivement, pour beaucoup de gens de l'extérieur, on est défini par l'argent qu'on gagne. Et effectivement, là-dessus, on est très proches, enfin, on a des visions assez similaires, je crois, pour en avoir parlé ensemble plusieurs fois. C'est qu'effectivement, gagner de l'argent, ce n'est pas un but. Aider des gens, c'est un but, et l'argent, c'est plutôt la conséquence. Et puis, ni Damien ni moi, enfin, effectivement, on ne se définit pas par l'argent qu'on gagne. Ça n'a pas fondamentalement changé nos vies. Voilà, on n'est pas parti vivre à Dubaï avec des voitures de sport et ce n'est pas fondamentalement important. En fait, je pense que l'argent est moins important pour toi et moi, Damien,
que ce que les gens pourraient croire et que ce que les gens pourraient projeter. Donc, si effectivement on commençait à dire ouais, machin, regardez l'argent et tout, et les gens projetteraient des choses sur nous qui sont fausses. Parce qu'en fait, effectivement, l'argent pour nous, c'est pas le cœur du sujet. On n'est pas malheureux, on ne dit pas oh mon Dieu, on gagne de l'argent, c'est horrible. Mais c'est pas le cœur du sujet, franchement, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est effectivement d'aider les gens, d'avoir une vie épanouie, personnelle, familiale, amicale, d'être en bonne santé, de faire des choses qui nous intéressent, des projets qui nous passionnent. Et moi, quand on me demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, j'ai dit je rencontre des entrepreneurs, c'est ça qui voilà. Et j'ai pas dit ouais, ce que j'adore, c'est gagner du fric. C'est pas voilà. C'est marrant ça. Pour de bon, le premier, c'est que je pense que quand on fait un truc qu'on adore, on gagne de l'argent naturellement parce qu'on le fait bien. Et le Je deuxième suis point, assez c'est d'accord. encore une fois, j'avais une discussion hier avec ce petit groupe-là après ma séance de jiu-jitsu. Et je leur disais, voilà, aujourd'hui, j'ai des casse-têtes, est-ce que je me structure, comment je me structure dans mes sociétés en croissance? Il y a des choses que je devrais potentiellement faire pour gagner beaucoup plus et valoriser ma boîte. Mais dans mon business mental, dans mon business model de vie, je ne suis pas aligné. Du coup, aujourd'hui, et je leur dis, en fait, ouais, je vais peut-être gagner un peu moins d'argent, mais mon business model de vie est plus important que mon business model économique. Ouais, c'est clair. Et je disais à mon prof, du coup, je disais, moi, j'ai juste besoin de 90 euros pour acheter un kimono et le corps pour pouvoir tourner. Et en fait, je veux juste qu'on me laisse tranquille et que je sois cool pour pouvoir faire ça et profiter de ma famille, quoi. Et c'est marrant parce que, ouais, en ayant discuté, voilà, moi, je trouve que plus on peut se permettre des choses extravagantes, plus je gagne d'argent et moi, je suis matérialiste. Alors, je ne l'étais pas Ouais. déjà au début, mais au final, et moi, j'ai besoin de montrer aux gens que j'ai gagné de l'argent. Alors, je sais que sur YouTube, Ouais, c'est on moins est sexy. des Je suis ovnis, ouais. désolé pour vous, c'est moins sexy, mais en fait, Ouais, voilà, c'est clair. c'est comme ça. Je crois que c'est Jim Carrey qui a eu des gros problèmes de dépression, etc. Et il me semble que c'est lui qui a dit j'aimerais que tout le monde soit millionnaire pour que les gens, pour que tout le monde se rende compte que ça change rien et que c'est pas la solution. Effectivement, c'est fantasmé, ah, je vais être millionnaire, je vais être indépendant financièrement. Il y a des côtés sympas, des gens qui triment à leur boulot et qui disent qu'ils ont des boulots de merde et qui disent j'arrêterai de travailler. Ça, ok, ça peut changer des choses dans ta vie. Mais en réalité, quand on dit l'argent fait pas le bonheur, c'est vraiment tout bête, c'est une banalité affreuse, mais c'est la réalité. Ça peut t'apporter un peu de confort, mais c'est pas ça qui va changer ta vie. J'ai une citation aussi que j'aime bien qui dit ceux qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur n'en ont pas donné assez. Je trouve ça marrant. Excellent. Est-ce que tu as des passions, Gabriel, hormis l'entrepreneuriat? Oui, mais quand même, déjà, c'est marrant. Effectivement, tu le disais, quand on fait un job qui nous plaît, on va gagner de l'argent parce qu'on est bon et qu'on va bien le faire. Ma première passion, c'est l'entrepreneuriat, le business et l'investissement. De loin. C'est vraiment un truc sur mon temps libre. Si tu me dis, là, tu peux faire ce que tu veux, tu n'as pas besoin de travailler, je vais quand même aller regarder ce qui se passe, les dernières startups aux États-Unis, la technologie, les innovations, tu vois, comment la blockchain et le monde des startups se rencontrent, etc. C'est vraiment ça qui me fait kiffer, que j'adore. Après, je suis passionné de voyage. Alors, au tout début de cette interview, tu m'as demandé quelle était ma journée type. Je voyage dans à peu près 15 pays par an. Donc, en fait, ma journée type aussi change beaucoup parce que, voilà, quand ça dépend si je suis chez moi ou si je suis en exploration. Donc, je voyage vraiment beaucoup et c'est une forme de passion. J'aime beaucoup découvrir des pays, des cultures, voilà. Donc, il y a ça. Et puis, je suis passionné de cinéma. Alors, c'est une passion à laquelle finalement je consacre assez peu de temps parce que je n'ai pas beaucoup. Et puis, en fait, finalement, aujourd'hui, le cinéma, on regarde moins de films et plus de séries. Donc, je regarde un peu des séries, enfin pas mal de séries différentes dans plein de voilà. Et j'aime beaucoup. Je m'intéresse à l'histoire du cinéma, à tous les films du XXe siècle, qu'ils soient français, italiens, américains, etc. Voilà, c'est déjà pas mal. Une question qui va dérouler un peu dans ce qu'on a dit. Pourquoi tu fais tout ça? C'est quoi ce qu'on appelle le why? C'est quoi qui te pousse à faire tout ça? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, effectivement, c'est un truc qui me passionne, ce que j'évoquais à l'instant. Donc, je suis passionné. Donc, je fais ça pour m'éclater, parce que je me vois pas faire autre chose, en fait. Si, je pense vraiment que je pourrais pas être plus épanoui ailleurs. C'est ça qui me fait kiffer et j'adore. C'est vraiment le mot, tu vois, c'est même pas j'aime, ça me fait vraiment kiffer. C'est le kiff, le fameux mot. Le kiff, pour moi, c'est de faire ça. D'une part. D'autre part, en fait, j'ai créé le Club Léonis Investissement à partir d'un problème que moi-même j'avais. C'est-à-dire que moi-même, je voulais investir dans les meilleures startups au monde, mais je n'avais pas accès. Et quand j'avais accès, je n'avais pas assez d'argent. Il fallait 50 000, 100 000, c'est ce que je racontais tout à l'heure. Je me suis dit, mais je ne dois pas être le seul à avoir ce besoin-là. Donc, Léonis Investissement, c'est
ça permet de rendre accessible à des particuliers, des Français, des gens normaux, puisque c'est le thème, des gens normaux comme toi et moi, de leur donner accès à des investissements qui sont réservés à des hyper riches, à des gens qui ont des contacts, des relations dans la Silicon Valley, etc. Et donc, auxquels toi et moi, on n'aurait pas accès normalement, et ben de leur donner accès à ces investissements-là, qui sont des investissements assez particuliers, on l'a évoqué. Si ça fonctionne, ça peut être les investissements les plus rentables au monde. Ça peut être des trucs qui peuvent te faire gagner un gros paquet de pognon. Ça peut aussi être risqué et tu peux perdre, hein, on l'a dit, disclaimer, etc. Mais ça peut changer des vies. Donc, moi, je me suis fixé un objectif fou, c'était de rendre 1000 Français millionnaires, de créer 1000 millionnaires à partir de rien, avec des investissements dans les startups. Donc, je veux que les gens qui me suivent, qui me font confiance, ils investissent 2000 euros, 2500 euros dans une startup, une fois, deux fois, trois fois, en fonction des montants de chacun. En général, c'est plus que trois fois d'ailleurs, 5 fois, 10 fois, dans 5-10 startups différentes pour diversifier, etc. Je veux qu'un jour, ces gens-là, la startup vaille tellement cher que je leur dise, voilà, tu m'avais fait confiance, tu avais investi 2500 euros, bah voilà, tu es millionnaire grâce à ça. Donc, ça va me prendre, à mon avis, 10 ans. Mais alors pourquoi millionnaire? Parce que c'est pareil, hein, c'est un peu fantasmé, ça ne va pas changer leur vie. S'ils s'engueulent avec leur femme avant, ils s'engueuleront avec leur femme après. Mais évidemment, ça change des vies. Il y a des gens qui sont salariés dans des jobs où ils n'ont pas forcément des perspectives d'évolution de dingue. Et ben effectivement, le jour où tu es millionnaire, pour certains, ils pourront quitter leur job, pour d'autres, ils pourront changer de carrière, ils pourront retourner à l'école, etc. Donc, je veux vraiment rendre accessibles ces investissements qui existent nulle part ailleurs. Et voilà, si je me projette, si je pense à la suite, c'est vraiment dans cette direction-là que j'ai envie d'aller. C'est continuer à apporter des opportunités extraordinaires à des particuliers auxquels ils n'auraient pas eu accès. Et du coup, j'attends mon million alors. Voilà, tu peux faire partie. Ouais. J'espère qu'il y aura plusieurs succès. Ouais. Non, mais vraiment, voilà, créer 1000 millionnaires. Alors aujourd'hui, il n'y a même pas 1000 personnes en tout qui ont investi dans Léonis avec moi. Il y a un peu moins, à peu près 600 ou 700 personnes. Et ce ne sera pas pour tout le monde, parce que ça dépend de quelle startup qui est investie. Mais voilà, je suis jeune et j'ai le temps, donc on va y arriver. Mais j'espère que tu feras partie de ces gens-là. Excellent. Petite question, est-ce que tu trouves que tes études t'ont servi? Alors, écoute, oui et non. La réponse évidente, c'est non, parce que je n'ai pas étudié du tout la finance. J'ai étudié vraiment le métier d'ingénieur en informatique. Et donc, ça n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Voilà, je n'exerce pas ce métier. Donc, ça, c'est la partie non, vraiment évidente. En réalité, un petit peu quand même. Pour deux raisons. Premièrement, quand tu fais des études supérieures, et ça, c'est. Voilà, mes parents m'avaient dit ça quand j'étais gamin, et je me disais, oh, c'est des conneries, mais ils avaient raison, comme il faut écouter ses parents parfois. Le fait de faire des études supérieures, ça va, de toute façon, quel que soit ce que tu étudies, te donner une certaine forme de pensée, ça va t'apprendre une certaine forme de travail. Voilà, ça va t'apprendre à bosser dur. Tu es obligé, hein, sinon tu ne peux pas réussir tes études supérieures. Et donc, ça t'apprend une certaine forme d'esprit, une certaine forme de rigueur, voilà, de travail. Donc, ça sert. C'est un bagage que tu gardes toute ta vie, quoi que tu fasses, premièrement. Et vraiment, enfin, tu vois, même si je me sers de rien de mes études, ça m'a formé l'esprit d'une certaine manière. Bon. Et puis la deuxième chose, c'est que quand même, j'ai étudié donc l'informatique et ça m'a un petit peu servi, même si je n'exerce pas, je ne fais pas de code informatique, etc., mais ça m'a servi à mieux comprendre les startups. Comparé à d'autres investisseurs qui n'ont jamais étudié ça, quand on parle de technique, ils comprennent rien. Et c'est embêtant pour plusieurs raisons. D'une part, l'entrepreneur en face, il se rend compte que tu comprends rien, donc c'est moins chouette pour lui. Il peut plus te bananer, il peut te dire ouais, non, mais ça, t'inquiète, ça fonctionne. Et donc, l'investisseur, il peut investir sur des mauvais projets parce qu'il s'est fait bananer, il n'a pas compris qu'il y avait techniquement un problème. Moi, c'est plus difficile de me bananer parce que je comprends. Donc, si le mec, il me raconte des bobards, je dis non, attends, là, ça ne marche pas, technique, voilà. Et c'est beaucoup plus agréable pour les fondateurs. Beaucoup de ces projets sont des projets où il y a au moins un des fondateurs, parfois plusieurs, qui sont des développeurs, parce que c'est des projets sur Internet. Donc, il y a des gens qui font du code informatique. Et c'est beaucoup plus agréable pour eux d'avoir quelqu'un en face, et donc un investisseur. L'investisseur, on va être ensemble pendant des années, qui comprend, qui va pouvoir les aider, qui va pouvoir les challenger sur la partie technique et qui comprend vraiment de quoi on parle. Donc, en réalité, là-dessus, ça m'a un petit peu aidé. Même si ce n'est pas le cœur de métier, mais le fait d'avoir cette compréhension globale, ça m'a un petit peu aidé. Une petite question par rapport à ce que tu viens de dire. Est-ce que quand on investit comme ça dans les sociétés, on a notre mot à dire sur les décisions qui sont stratégiques prises par le comité de direction? Alors, ça dépend. Tu peux, quand tu investis, négocier une place au board. Si tu as une place au board, tu as ton mot à dire. Si tu n'as pas une place au board, tu n'as pas ton mot à dire. Après, en général, quand tu investis, tu es assez minoritaire. Tu vas prendre quelques pourcents de la boîte, entre 1 et 10%.
ou entre 0,1 et 10%, mais c'est plutôt entre 0 et 5, tu vois, plutôt petit. Et donc, bah, tu peux voter, mais voilà, si les fondateurs ils ont 98% et que tu as 2%, ton vote, il est pas décisionnaire. Donc, si la communauté des investisseurs mis bout à bout, ça représente 20, 30, 40%, à ce moment-là, si tout le monde est d'accord, ça commence à peser. Mais si tu n'es pas au board, sinon non. Après, c'est des négociations une par une avec les fondateurs. Voilà. Que dirais-tu à un jeune qui a envie de lâcher ses études pour se consacrer à 100% au lancement de sa société? C'est difficile comme question ce que tu me poses parce que il y a un peu le mythe de j'arrête mes études, je pars monter ma boîte, c'est génial. Le Mark Zuckerberg, il a arrêté ses études. Bill Gates, je crois, a arrêté ses études. Bon. Donc il y a un peu le mythe. En réalité, moi je conseillerais à cette personne-là pas forcément de quitter. Tu vois, moi personnellement, ça m'a beaucoup servi d'aller au bout. Et ça m'a donné c'était une assurance. C'est-à-dire, si ça ne marche pas, je peux toujours aller reprendre un job. Si je n'avais pas de diplôme, ce n'est pas le même job. Mais si tu as ton diplôme dans ta poche, voilà. Alors, ce n'est pas toujours bon d'avoir une assurance. Parfois, il faut brûler les ponts, comme on dit, et ne pas avoir d'autre choix que de réussir. Mais voilà, ça dépend aussi où tu en es. Si tu as une boîte ça dépend si tu fais déjà une boîte qui fait du chiffre d'affaires, tu fais 1 million par an et il te reste 1 an d'études, mais tu sais qu'avec ta boîte, voilà, oui, quitte. Si par contre, tu as 18 ans et que tu as juste une idée, que tu n'as pas gagné le moindre euro et que tu as juste la flemme de faire des études, je te dirais non, fais des études. Surtout que les études, mine de rien, ça dépend des études, mais la plupart du temps, c'est quand même assez soft comme emploi du temps. Et donc, plutôt que d'aller en soirée avec les copains te bourrer la gueule, tu peux bosser sur ton projet. C'est ce que moi, je faisais. Heureusement, j'avais un peu le temps pour aller en soirée quand même, mais, je faisais mes études et comme j'avais beaucoup de temps, bah, je commençais déjà à monter mes business. Heureusement que je n'ai pas arrêté parce que je m'en rends compte aujourd'hui avec le recul. Les business que tu montes quand tu as 18 ans, 19 ans, 20 ans, c'est un peu nul. C'est normal, tu es jeune, tu connais rien, c'est comme ça que tu apprends. Mais si tu veux, j'avais aucune chance d'y arriver comme ça. Il fallait quand même que j'essaye. Voilà. Donc, je dirais pas forcément quitter les études, au moins, ou disons, fixe-toi l'objectif d'avoir un salaire avec ta boîte. Quand tu as un salaire, ok, pourquoi pas quitter tes études, mais sinon non. Qu'est-ce que tu dirais au Gabriel de tes débuts? Eh ben, écoute, je dirais ça va aller. Parce que voilà, comme je te dis, j'ai beaucoup galéré, je me suis beaucoup remis en question, enfin, j'ai beaucoup souffert de ça intérieurement. Et j'avais qu'un rêve, c'était, si tu veux, aujourd'hui, je vis la vie dont j'ai rêvé, mais vraiment, c'était mon rêve, c'était mon fantasme le plus incroyable. Et c'était pas de gagner plein de fric, etc. C'était juste d'avoir ma boîte et qu'elle puisse juste me permettre de faire des choses intéressantes et me verser un salaire, mais un salaire modeste, tu vois. Moi, je me verse un tout petit salaire. Et juste, voilà, c'est juste être patron de ma boîte et kiffer ma vie. Je l'ai tellement rêvé, j'ai tellement fantasmé, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal. Et donc, je lui dirais, bah, regarde, tu vas finir par y arriver, courage, ça va être long. Mais c'est ça que, quand je te disais tout à l'heure, ce que je dis à mes clients, imagine, ça prend 10 ans. Moi, ça a mis quasiment 10 ans. Mais qu'est-ce que je suis content de l'avoir fait? C'est-à-dire qu'une fois que tu y es, c'est long, 10 ans, j'en ai chié. Mais une fois que tu y es, qu'est-ce que tu es content? Donc, je lui dirais, je pense que ça va aller. Après, j'aurais plein de conseils. Enfin, j'ai fait des milliards d'erreurs. Je dirais, va sur un truc. Voilà, exactement. Tu vois, non, mais par exemple, un des trucs, ce serait va sur un truc passion. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de business où j'étais pas passionné et comme par hasard, il marchait pas. Et quand j'étais sur un truc passion, l'investissement, les startups, le business, comme par hasard, ça a fonctionné. Donc, si j'avais fait ça plus tôt, ça m'aurait fait peut-être gagner du temps. Bon. Excellent, ouais, au croisement des passions-compétences. C'est un exercice que je donne à faire aux personnes que j'accompagne en business. Voilà. Tu croises des passions-compétences et normalement, ça doit bien se passer. Gabriel, est-ce que tu lis? Tu lis des livres? Ah, est-ce que je lis? Ouais. Oui, je lis beaucoup. Alors, j'ai failli t'en parler quand tu m'as parlé de la compétence de chef d'entreprise. J'ai failli t'en parler quand tu m'as parlé des passions. Je lis beaucoup. Enfin, je lis pas autant que ce que je voudrais, mais je lis plutôt plus que la moyenne. Il y a des années où je me fixais même des défis de lire 52 livres par an, donc vraiment un livre par semaine. Alors, j'ai jamais réussi, hein. Le plus que j'ai fait, c'est 47 sur 52. Bon, j'étais pas loin. Voilà, bon, maintenant, je me fixe plus. Il ne faut pas lire pour la quantité, il faut lire pour la qualité. Mais en fait, je lisais pas du tout. Et au début, quand j'étais entrepreneur, et on peut aussi faire un petit peu coïncider le moment où mes business ont commencé à fonctionner, au moment où j'ai commencé à lire des bouquins sérieux, des bouquins de business, etc. Peut-être un hasard, peut-être pas, mais voilà, je lis beaucoup.
prends beaucoup de plaisir et je pense que c'est important, nécessaire de lire. Je me méfie des gens qui me disent qu'ils lisent pas. Alors, il y a beaucoup de jeux, mais c'est difficile de lire. On est dans un monde de l'immédiat. Tu es sur ton téléphone, TikTok, Snapchat, tu scrolles. Tu as 50 soirées tous les soirs pour sortir. Et puis, si tu sors pas, tu regardes Netflix, etc. Donc, c'est difficile de lire, y compris pour moi. Hein. Parfois, je me dis, ouais, ça fait 2 semaines que j'ai pas lu 5 minutes. Je me dis, merde, c'est fou, quoi. On a des vies à 200 à l'heure. Donc, je sais que c'est pas facile, mais ouais, j'encourage vraiment tout le monde à lire. Je pense que c'est très, très important. Et on observe hein, que les dirigeants qui lisent réussissent mieux que les autres. Donc, Est-ce que voilà. tu peux nous donner 3 livres rapidement qui t'ont le plus marqué? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Alors, il y en a un, c'est un peu vu et revu, mais c'est un livre qui a changé ma vie. Je l'ai lu quand j'étais tout jeune, j'avais 18-19 ans. C'est La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Ce bouquin, je pense sincèrement que c'est le bouquin qui a eu le plus d'impact dans ma vie. Voilà, parce que il m'a montré que autre chose était possible que le salariat, que le métro boulot dodo, que l'entrepreneuriat, qu'on pouvait automatiser, déléguer. Donc ça a vraiment eu un impact. Voilà, il est très connu. Hein, je réinvente pas l'eau tiède, mais franchement extraordinaire. Euh, si je devais t'en citer un autre, je te citerais les bouquins de Nassim Nicolas Taleb. Alors il y a une série. Il y a d'abord Le Signe Noir. Après il y a Antifragile. Et après, il y a Skin in the Game, en français, qui s'appelle Jouer sa peau. C'est une série. Donc, c'est assez dense, c'est assez gros, c'est assez difficile à lire. Honnêtement, c'est écrit, c'est touffu, comme on dit. Mais pour mon métier d'investisseur, c'est vraiment du pain béni. Mais pour tout le monde, je recommande de le lire. C'est vraiment hyper, hyper intéressant. Donc, Nassim Nicolas Taleb. Et puis, tiens, il y en a un autre qui me vient, qui m'a aussi beaucoup, beaucoup marqué quand même. Alors, à nouveau, c'est un peu orienté investissement. C'est Principles de Ray Dalio, ou je crois que ça s'appelle Principe, peut-être en français. Enfin, ça a été traduit en français. Principles de Ray Dalio. Ray Dalio, c'est le fondateur de Bridgewater Capital, le plus grand fonds d'investissement au monde. Donc, c'est pas n'importe qui. Il écrit ses principes de vie et ses principes d'investissement. Donc, bon, là, pour le coup, c'est peut-être pas adapté à tout le monde. Moi, c'était pour l'investissement. C'était vraiment génial. Voilà, c'est déjà pas mal. Bon, il y a plein de bouquins. Il y a deux, trois bouquins sur Warren Buffett. Pas de Warren Buffett, mais sur lui, qui m'ont pas mal intéressé aussi. Notamment Warren Buffett et l'état des marchés financiers. C'est dingue, c'est tout petit, mais c'est un peu technique. Mais voilà, c'est génial. Voilà, bon, je pense que c'est pas mal déjà. Nickel. Un conseil pour la personne qui nous suit et qui a envie de se lancer, mais qui va retourner dans quelques minutes dans sa prison dorée. Son CDI payé correctement. Alors, je dis ça parce que pendant des années, j'ai écouté les podcasts avant d'arriver dans le métro, avant d'arriver. Et puis, quand j'arrivais, du coup, j'avais bien aimé le podcast, mais je retournais à fucking réunion qui ne sert à rien avec 42 personnes. Et tu dis, bon, c'est pas grave, tu es quand même payé pour ça. Un conseil pour cette personne qui a envie, elle a envie de se lancer. Mais alors déjà, bravo. Le fait que tu en arrives ici, ça fait je ne sais pas combien de temps que tu nous écoutes, probablement pas loin d'1 heure. Donc le fait que tu arrives ici, c'est impressionnant. Ça montre qu'effectivement, tu as vraiment envie. Tu n'es pas là par hasard. Et donc, moi, le conseil, c'est pas un conseil que je voudrais donner. Enfin, le conseil, c'est lance-toi tout de suite, fais-le maintenant. Bon, mais ça, c'est bateau, mais je voudrais t'expliquer quelque chose que tu sais probablement, parce que les gens qui nous écoutent ne sont pas des idiots et qui ne sont pas nés de la dernière pluie. La vie est super fucking courte. Tu peux te faire écraser demain matin par un bus. Tu peux, cet après-midi, dans une réunion, faire une putain de crise cardiaque et ta vie peut s'arrêter. Donc, fais-le maintenant. Tu n'as pas le temps. Les gens disent toujours, je le ferai plus tard. J'ai le temps. Tu n'as pas le temps. Tu es peut-être à moins d'1 an de ta mort. C'est débile, c'est glauque. Mais fais-le maintenant. Vis ce truc. Et je te souhaite de vivre très longtemps et d'en profiter. Mais voilà, les gens pensent qu'on a le temps et on connaît tous des gens dont la vie s'est arrêtée subitement. C'est très terrible, dramatique, y compris des gens jeunes. On a tous vécu ça. Et moi, c'est un des trucs les plus importants. Enfin, je garde ça avec moi tout le temps, au quotidien. Malheureusement, c'est arrivé à des proches, etc. On n'a pas le temps. C'est maintenant qu'il faut profiter de la vie. Profiter de la vie, ça veut avant tout, c'est pas que le boulot, c'est passer du temps avec tes proches, leur dire que tu les aimes, kiffer, faire des choses qui te plaisent vraiment. Tu vois, allez, fais-toi un sushi, fais-toi un massage, fais-toi un kiff, mais aussi le boulot. Le boulot, c'est quand même une part importante de notre vie. Voilà, donc tous ces gens-là ont une espèce d'excuse de je le ferai plus tard. Moi, j'ai envie de dire, t'as pas le temps, fais-le maintenant. Excellent. Ce que je dis souvent, c'est qu'on a une date de début, on la connaît, la date de début, sa naissance. On a tous une date de fin, on la connaît pas.
mais elle peut arriver demain, effectivement, et c'est dommage d'avoir des regrets. Sachant que si tu nous écoutes, que tu vas retourner dans ton boulot, mais tu pourras retrouver ce boulot. De toute façon, si c'est pas celui-là, ce sera un autre. Mais tu pourras en retrouver un et avec toutes les compétences que tu vas apprendre de ton boulot, tu pourras le retrouver encore 10 fois mieux payé. C'est clair. Et dernière question pour finir cette belle interview, cet entretien. Si tu avais une baguette magique, tu changerais quoi à ta vie? Si j'avais une baguette magique, je changerais quoi à ma vie? Ah, écoute, alors, en réalité, pas grand-chose parce que, justement, je fais en sorte d'organiser ma vie. J'aime beaucoup ce que tu as dit, ne pas avoir de regrets. Hein, je ne sais plus qui, j'ai piqué ça, hein, c'est pas de moi, c'est aux États-Unis, quelqu'un qui dit le Regret Minimization Framework. Donc, le framework pour minimiser les regrets. Tu prends tes décisions en te disant, qu'est-ce qui fait que j'aurai le moins de regrets? J'ai regardé pas mal de vidéos sur YouTube les regrets des personnes, les personnes juste avant la mort. C'est des personnes très âgées qui sont en mauvaise santé, etc. Et on leur pose la question, qu'est-ce que vous regrettez? Et tout le monde te dit, j'ai pas passé assez de temps avec mes proches, j'ai pas assez profité. Personne te dit, je regrette, j'aurais dû travailler plus. Ça n'existe pas. Donc bon, moi, je suis pas quelqu'un enfin, je travaille, hein, je suis pas feignant du tout. Mais voilà, le Regret Minimization Framework. Donc je me suis vraiment, si tu veux, je me suis posé la question, si j'avais pas besoin d'argent, pas besoin de travailler, qu'est-ce que je ferais de ma vie? Et en fait, je ferais ce que je fais aujourd'hui. Donc, j'ai une vie je suis hyper aligné. Je le fais effectivement pas du tout pour l'argent, parce que même si j'avais de l'argent en illimité, je ferais quand même ça. Donc voilà, donc j'aurais pas grand-chose à changer. Si j'avais une baguette magique, bon, je ferais revenir mes êtres chers qui ne sont plus là. Et puis, je sais pas, je travaille très très dur pour essayer d'avoir des abdos qui se dessinent. Je fais beaucoup de sport. Ils sont pas encore dessinés, ça c'est tout con. Donc si j'avais une baguette magique, peut-être que je ferais ça, que je tricherais un peu. Mais je pense que tu l'apprécies moins. Ça fait des mois que je veux vraiment qu'il soit dessiné et j'en suis loin. Hein. Je partais de très très loin. Ouais, voilà. Voilà. Donc, c'est tout con, tu vois, ça n'a rien à voir avec le business. C'est des objectifs aussi perso, mais j'ai un coach qui m'accompagne et tout. C'est juste un objectif. Enfin, en soi, ça ne changera rien à ma vie. Hein. Mais voilà, c'est le premier. Ça m'est venu puisque en business, je ne changerai pas grand-chose. Non, voilà. Si, alors, il y a autre chose qui me vient, c'est le nugget magique. Je voudrais que plus de gens connaissent Léonis Investissement, sachent que ça existe, parce qu'en fait, j'ai remarqué que je ne suis pas hyper connu. Quand les gens découvrent ce que je fais, il y a beaucoup de gens que ça intéresse et qui se disent « Ah ouais, effectivement, ça rend accessible ce que j'expliquais, hein, quelque chose qui n'est pas possible jusqu'à présent. » Donc, je voudrais que plus de gens soient au courant. Bon, c'est ce que je fais au quotidien avec YouTube, etc. Mais je pense que ça peut changer des vies, que ça peut vraiment intéresser des gens. Et donc, j'augmenterai ça. Mais bon, je le fais déjà. Enfin, c'est un travail quotidien. Voilà. En tout cas, on arrive à la fin. On a fait une bonne, un bon entretien. Écoute, tu es recruté comme chef d'entreprise. Waouh, génial. Top. Non, c'était super intéressant. Merci. Et voilà, c'est chouette de parler des sujets, pas toujours les mêmes, justement, plus perso et tout. Moi, j'aime beaucoup. Donc, c'était top. Excellent. Merci à toi. Merci à vous et à très vite. Ciao. Wow, merci Gabriel, merci Damien pour cet épisode, merci à vous de nous avoir regardés jusqu'au bout. Si ça vous a plu, pensez à vous abonner au podcast et à nous mettre la note de 5 étoiles, ça nous ferait super plaisir. Et si vous nous avez regardé sur YouTube, pensez à vous abonner à la chaîne. Dites-nous dans les commentaires quelle pépite vous a marqué aujourd'hui et si vous aussi de votre côté, il y a des personnes que vous souhaiteriez voir interviewées par Damien. On se dit à très vite pour un nouvel épisode de MMA, Mindset, Motivation, Accélération.